c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Morning Van pour vous raconter l'essai d'époque de 1982 du chausson, à l'époque Carrier, parce qu'il y avait deux noms, Taiga. Mais avant, je voulais vous faire un petit explicatif de d'où vient chausson. Ça commence en 1907 avec un modeste atelier de chaudronnerie à Asnières dans les Hauts-de-Seine. Il y a deux frères qui sont associés et qui fabriquent tout plein de pièces pour l'automobile et l'aviation. Et puis, au fur et à mesure du temps, Chausson se diversifie, achète un fabricant de malles coquilles en tôle emboutie, donc c'était en deux parties de tôle, et développe la fabrication de 47 à 64 des autocars dans les années 70, avec la croissance et les difficultés, et puis l'éparpillement de l'actionnariat dans la famille. Peugeot et Renault rentrent dans le capital de Chausson et de la fabrication de bus et de cars, et sans avoir un vrai objectif commun, donc c'est un peu compliqué. Donc le climat économique se dégrade, il y a des licenciements et Chausson décide de se diversifier dans les années 80 avec l'entreprise Carrier qui s'occupe, elle, de l'aménagement intérieur, et Chausson va garder la partie fabrication extérieure, modification des véhicules. Et ce qui nous amène à un premier véhicule qui s'appellera le série 4000. Et puis, donc, ce véhicule, ce Taiga sur base de Master, la première génération des Masters. Et donc, je bascule dans ce super essai de 82 sous la plume de Jean-Marie Vincent. J'ai eu la chance à l'époque de participer à cette aventure de cet essai. Et donc, je vais vous la raconter. Le tout nouveau Taiga, à l'époque, le dernier né de Chausson-Carrier, est un grand machin plus un motorhome qu'un camping-car. Pratiquement une résidence secondaire roulante. Il utilise la base du Renault Master allongé, ce qui lui donne des dimensions imposantes, 5,64 m de long sur 2 m de large et 2,42 m de haut. Pas grand chose de commun avec une Renault 5. En clair, ça veut dire que du tableau de bord à l'arrière, la longueur disponible à l'intérieur est de quelques 4,65 m. Et que mon mètre 90 tient dans cette maisonnette debout, et même couché en large à condition d'utiliser le lit avant. L'arrière est un poil plus petit. Extérieurement, la ligne est très moderne, imposante par son volume, plutôt réussie esthétiquement avec les baies vitrées verticales de chaque côté, celle de droite s'inscrivant dans la porte coulissante. Pour l'équipement intérieur, pas grand chose à regretter. Plaque de cuisson à deux feux gaz, évier, réfrigérateur Trimix 12 volts 220 volts gaz, douche, lavabo, WC chimique. La production d'eau chaude est assurée par un chauffe-eau à gaz et le chauffage du studio est au gaz lui aussi. En plus, une petite penderie, quelques petits placards pour les provisions, des grands coffres sous les deux banquettes arrière et sous celle qui se trouve derrière les sièges avant. En ce qui concerne celle-ci, à noter qu'en roulant, le passager qui se trouve assis à droite est un peu sûr de se casser la trombine au premier virage à gauche, pris un peu rapidement. Et oui, à l'époque, il n'y a pas de ceinture. L'aération est réalisée par un lanterneau sur le toit et des petits aérateurs dans les parois, et les odeurs de cuisine sont anéanties par une hotte aspirante. Ajoutons à cela les baies vitrées latérales, le colossal haillon arrière se relevant totalement à l'horizontale, bien compensé car il doit être effroyablement lourd. Au sol, un lino, un peu tristouille. Une moquette serait plus attrayante et confortable, mais l'entretien du lino est incomparablement plus facile. Le sol du poste de pilotage gagnerait à être revêtu, ce serait plus joli, l'insonorisation y gagnerait sans doute. Pour compléter l'équipement, un réservoir de 80 litres d'eau douce avec une pompe électrique et un autre de 70 litres d'eau usée. Alors on ne sait pas où passent les 10 litres d'eau qui restent d'écart, peut-être les boire, mais ça donne pas tellement envie. Côté alimentation en gaz, c'est une bouteille de propane accessible de l'extérieur, une prise de 220 et aussi accessible à l'extérieur pour se relier au réseau. Il y a 6 points d'éclairage bien disposés permettant d'éclairer tous les recoins de cette auto-maison. Dernier détail, le réservoir de carburant contient 62 litres, ce qui est largement suffisant pour se balader partout en France, mais peut-être un peu juste pour entreprendre un raid hors des sentiers battus. Avec tout cet équipement, la bête pèse près de 2,5 tonnes en ordre de marche. Le modèle qui m'a été confié est équipé du moteur diesel de 68 chevaux et une autre version essence, celle-ci en développe 80. Ce Taiga est manifestement prévu pour plusieurs occupants. J'ai donc emmené toute la famille avec moi, ma femme, 4 enfants, dont un tout petit, la chienne, et en route pour l'île de Ré par les chemins des écoliers. La sortie de Paris ce vendredi soir dans une circulation démente de départ en week-end n'est pas évidente. Mais elle me permet de voir que malgré ses dimensions extérieures impressionnantes,
Le taïga est plutôt à l'aise dans ce troupeau moutonnant et débile. Il ne se faufile pas au milieu des voitures bloquées comme un solex, mais à son bord, on domine la situation. On est assis très haut et l'on savoure au volant le moteur diesel très souple avec une courbe de couple très plate, ce qui permet de laisser le camping-car avancer tout seul au ralenti, sans une secousse ni un hoquet lorsque la file s'ébranle pour quelques dizaines de mètres. Il est souple, ce n'est pas surprenant pour un diesel, mais il fait le bruit d'un diesel. Ce n'est pas surprenant non plus, mais néanmoins un peu regrettable. Les commandes sont fermes, mais pas dures. Les freins plutôt extra. Et au bout d'une quinzaine de kilomètres d'autoroute de l'Ouest, parcourue en une bonne heure, vous voyez la vitesse, se fait sans fatigue ni énervement. Les enfants jouent là-bas, derrière. Et oui, l'époque où on pouvait jouer à l'arrière des camping-cars, la chienne regarde les voitures au-dessous de son nez. Par l'une des baies latérales, tout le monde est content. Après Bois d'Arcy, la circulation est moins dense, bien qu'encore fournie jusqu'à Oudan, où c'est dégagé. Je peux appuyer un peu. Le taïga n'est pas une bête, il atteint 115 km/h au compteur, sans peine, mais sans plus. Il faut dire qu'il n'a que 6000 km et il est loin d'être libéré. Le bruit du moteur est un poil trop élevé, ce qui gâche un peu le plaisir. Il fait nuit, les phares éclairent très convenablement. À l'arrière, les enfants ont allumé les loupiottes pour taper le carton et le voyage jusqu'à Alençon leur semble court. Encore une vingtaine de kilomètres et du côté de Saint-Cénéry-le-Géret, je trouve un petit coin dominant la Sarthe pour y passer la nuit. En quelques minutes, le taïga est devenu un vaste dortoir, un grand lit à l'arrière, un autre encore plus grand à l'avant, un hamac en prime. Des rideaux permettent de s'isoler totalement du monde extérieur. Il fait doux, je n'allume donc pas le chauffage et tout le monde roupille comme une bande de Loire en attendant le lever du soleil qui sera féerique, c'est sûr. Et non, raté, des nuages partout, il flotte à verse. Si on était sous la tente, on ferait une drôle de tête. Il faut quand même se lever. Petit pipi matinal, pas facile de détacher le sang d'eau qui maintient le WC chimique sous le lavabo, et encore moins facile de le refixer. Mais tout le monde passe sous la douche et on prend le petit déjeuner. Le lit de l'avant disparaît pour reprendre l'apparence de siège plus compatible avec la conduite d'un véhicule, mais à l'arrière, les enfants peuvent se repiquer un petit roupillon et le lit reste donc en place. Et l'on repart. Cap au sud, Le Mans, par la route et sous la pluie battante. Les essuie-glaces essuient les glaces, le désembuage désembue, et le taïga se comporte comme un chef sur le bitume trempé. À plat, il roule bien, mais ralentit assez fortement dans les montées, et les dépassements ne sont pas toujours évidents sur cette chaussée un peu étroite et vallonnée. Au Mans, direction Tours, toujours par la route. C'est moins vallonné, mais le problème des dépassements demeure. À Tours, on attaque l'autoroute. Quelques montées font un peu chuter la moyenne, mais le taïga poursuit son petit bonhomme de chemin. Après Poitiers, ravitaillement gasoil et déjeuner sur le parking de la station. Il y a plus bucolique comme paysage, mais le temps qui s'écoule inexorablement oblige à cette solution. Le lit de l'arrière redevient deux banquettes, la table se redresse entre les deux banquettes, le réfrigérateur offre des boissons fraîches et la cuisine des plats chauds. On repart, quittant l'autoroute après Niort vers La Rochelle. La pluie maintenant accompagnée de violentes rafales de vent, mais la tenue de cap du taïga ne s'en ressent absolument pas. Sans doute grâce au châssis long, et on arrive à l'embarcadère de la Palisse juste à temps pour trouver une place à l'arrière du bac. Et oui, nous débarquons enfin à l'île de Ré. La pluie, plus les embruns, ça abîme le paysage et ça rend le fond de l'air frisqué. Je décide d'allumer le chauffage au gaz. Et rien à faire, ce cochon ne veut pas s'allumer. Grâce soit rendue à l'agent Butagaz de la flotte, ça ne s'invente pas. Il va bidouiller le robinet détendeur du circuit de gaz qui a comme un défaut pendant une demi-heure et dépanner le bidule aussi gentiment qu'efficacement et gratuitement. Autre temps, autre époque. On ne mourra donc pas de froid. Cette nuit, nous sommes sauvés. Pour la nuit, comme le vent persiste à souffler en tempête, je préfère garer le camping-car le long d'un mur pour éviter qu'il ne soit trop secoué. Et cet abri précaire sera suffisant, bien qu'en bordure de mer. Le taïga restera sagement campé sur ses roues sans se déhancher, permettant une seconde nuit à bord aussi confortable que la précédente. Au matin, le ciel est dégagé, le soleil brille, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Petite balade sur la plage pour respirer l'air vivifiant du large, après quoi on décide de visiter l'île, le port de la Flotte, puis celui de Saint-Martin, et on continue vers le bout de l'île, les marais salants et le phare des baleines. Tout petit chemin se tortillant entre les 10 marais, dans lequel le camping-car se révèle étonnamment maniable, puis arrêt déjeuner avec vue imprenable sur l'océan calmé.
Et il est temps, retour vers le continent par le bac, puis autoroute de nouveau jusqu'à Tours. Le camping-car peine beaucoup moins dans les côtes, il commence à se libérer, la vitesse de pointe s'en ressent également, puisque l'aiguille du compteur passe maintenant le cap des 120 km/h sans peine. En Touraine, on décide de rester sur les bords de Loire pour dîner et de repartir vers Alençon de nuit. Sur la route Tours-Alençon, un peu pénible à l'aller, le Taiga est méconnaissable. Incontestablement, le moteur va mieux, et pour ma part, je me suis sans doute habitué à conduire cet engin. Toujours est-il que ça marche super bien. Les côtes ne se remarquent plus, les dépassements sont beaucoup plus faciles. Une remarque en passant, après plus de 1000 km au volant, et malgré l'absence de soutien latéral des sièges, je ne ressens aucune fatigue. Je suis aussi frais qu'au départ, ma vieille carcasse s'accommode parfaitement de la position de conduite. Je débarque la famille à Alençon et je retourne seul vers Paris. J'en profite pour faire quelques petits tests avec le Taiga et en particulier atteindre une vitesse maxi de 125 km/h. Une fois totalement libéré, il doit être possible de flirter avec les 130. Le freinage reste toujours à la hauteur de la situation, stable et endurant, la tenue de route est sans problème, ce qui fait un peu regretter l'absence de quelques chevaux supplémentaires. Un turbo apporterait sans doute la solution, mais grèverait le prix d'achat qui est déjà coquet. Autre possibilité, la version essence, 12 chevaux de plus, un peu plus de couple, presque au même régime, et 9600 francs de moins. Un camping-car ne parcourant généralement pas plus d'une dizaine de milliers de kilomètres par an, cette version est sans doute plus avantageuse pour pas mal d'utilisateurs. Sur les quelques 1400 km de l'essai, en roulant pratiquement tout le temps au maximum, la consommation de mon diesel a été de près de 14 litres au début, puis est descendue à 12 litres 9. Une fois que je me suis habitué au style de conduite adéquat, ces chiffres sont sans doute des maxi sur route. J'ai roulé, je l'ai déjà dit, très vite, le moteur étant peu libéré, et il me reste cette fâcheuse habitude d'écrabouiller l'accélérateur en côte, ce qui ne fait qu'augmenter la consommation sans qu'on arrive à aller bien plus vite. Après cet essai, ce Taiga m'apparaît comme un engin réussi, esthétique, équipement intérieur, confort, tenue de route et le freinage qui ne mérite que des éloges. Seule légère ombre à ce tableau idyllique, l'absence de revêtement de sol dans le poste de pilotage et un certain manque de puissance du moteur. Reste un point, le prix, 136 000 francs avec le moteur essence, 145 000 francs en diesel, ce qui est bien cher pour un fourgon, mais pas tellement pour une résidence secondaire. Comme quoi, en ce bas monde, tout est relatif. Je remercie encore Jean-Marie Vincent pour ce superbe article que j'ai retrouvé et que j'ai raconté, mais le plus amusant n'est-il pas qu'il y a 40 ans, le concept et globalement l'aménagement intérieur et tout ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les vannes modernes existait déjà. Et ça, je trouve ça très très amusant.